Les barreaux des Kinshasa-Gombe et des Kinshasa-Matete organisent du 9 au 11 juillet 2015 des journées du barreau. Au programme, des conférences et débats sur des thèmes qui concernent la profession d'avocat. Des thèmes animés par d'éminents juristes, des avocats et professeurs d'universités de la République démocratique du Congo et de l'étranger. Jeudi 9 juillet, jour d'ouverture, sera marqué par deux interventions de maître Sylvanus Basunda du barreau du Tchad et du juriste camerounais Joseph Kamga. La deuxième journée, le 10 juillet, connaîtra les interventions de maître Franck Judo, avocat associé du barreau de Bruxelles, et le professeur Bakandeja, avocat au barreau de Matete et professeur de droit à l'UNIKIN. Ils vont débattre des contrats des partenariats publics-privés, des contrats des marchés publics et les contrats internationaux. Maître Joseph Djogbenou du barreau du Bénin va entretenir l'assistance sur les contrats internationaux. Maître Jérémy Wambo du barreau du Cameroun va clôturer la deuxième journée avec son intervention axée sur les procédures devant la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA. Maître Mukendi Wafwana, avocat au barreau de la Gombe et de New York, et Maître Owenga Ondinda du barreau de la Gombe vont intervenir lors de la dernière journée, le 11 juillet, sur le droit minier face aux droits de l'environnement et aux droits de l'homme. Des journées du barreau 2015 connaîtront aussi la participation de Maître Jean-François Enroth du barreau de Liège et de Maître John William du barreau de New York. La clôture des journées du barreau sera marquée par une soirée de gala agrémentée par Kofi Olomide et son groupe Quartier Latin autour de la piscine du Pullman au Grand Hôtel Kinshasa. Ça, c'est pour le secteur industriel. Et le règlement minier contient aussi des mesures pour la mise en conformité des opérations en vertu des droits miniers existants et valides au moment de l'entrée en vigueur du Code minier de 2002. Toutes ces opérations devaient être mises en conformité au cours de 10 ans, donc en principe, cela a été fait. Mais je vous dis aussi que, comme je ne suis pas praticien ici, je ne peux pas vous donner des nuances sur l'efficacité ou l'application pratique de certaines de ces règles que mes collègues pourraient vous fournir. Donc, comme j'ai dit auparavant, pour les exploitants artisanaux, comme condition d'obtenir la carte d'exploitation artisanale, la personne intéressée doit s'engager à respecter un code de conduite qui précise les modalités de protection de l'environnement au cours de l'exploitation artisanale et il doit contribuer au fonds de réhabilitation institué en vue de financer les mesures d'atténuation et de réhabilitation dans les zones d'exploitation artisanale. Bon, il y aura aussi dans ma présentation des explications sur le rôle des bureaux d'études environnementales agréés, quelles sont les conditions d'agrément, quelle est la procédure d'agrément. Maintenant, je veux parler rapidement de la réglementation environnementale par la loi cadre sur l'environnement et les décrets d'application. Il s'agit de la loi numéro 11009 du 9 juillet 2011 qui établit les principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. Et ça établit une obligation générale de l'étude d'impact environnemental et social pour tout projet de développement d'infrastructures ou d'exploitation de toute activité industrielle, etc., et minière. Et un décret devait déterminer les différentes catégories de projets ou d'activités soumis à cette étude, son contenu, les modalités de son approbation. Cette loi cadre sur l'environnement prévoit la création d'un établissement public pour évaluer toutes les études d'impact environnemental et social
parce que ça c'est un nouveau volet qui a été ajouté à l'étude d'impact environnemental. On a ajouté le volet social par cette loi et la loi prévoit la création d'un établissement public pour prendre en charge l'évaluation, le suivi et le contrôle de ces études d'impact environnemental et social et la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale. La loi prévoit des audits environnementaux et des enquêtes publiques. Et ce n'est qu'en août 2014, il fait un peu moins qu'un an, que le gouvernement a adopté le décret numéro 14-019 du 2 août 2014 fixant les règles de fonctionnement des mécanismes procéduraux de la protection de l'environnement pour la mise en œuvre de cette loi cadre sur l'environnement. Encore une fois, ce décret précise qu'est obligatoirement et préalablement soumis à une étude d'impact environnemental et social assortie de son plan de gestion, tout projet dans des différents domaines, y compris le secteur minier. Et il prévoit une étude d'impact pour la recherche ou l'exploitation minière et même l'exploitation artisanale. Ensuite, il y a des dispositions sur le contenu de l'étude d'impact, sur le rôle de l'Agence congolaise de l'environnement, une procédure préalable à la réalisation de l'étude d'impact environnemental et social, la procédure d'évaluation de ces études, la procédure de l'approbation du plan de gestion environnementale et sociale. Et puis, en novembre de l'année passée, par le décret numéro 14-030 du 18 novembre, le gouvernement a créé l'établissement public dénommé l'Agence congolaise de l'environnement, l'ACE, qui est chargé de l'évaluation et le suivi et le contrôle des études d'impact et des plans de gestion environnementale et sociale. Alors, donc, il y a une réglementation environnementale de l'activité minière dans le code minier, et maintenant il y a une réglementation environnementale de l'activité minière selon la loi cadre de l'environnement et son décret d'application. Selon le code minier et le règlement minier, c'est la direction de protection de l'environnement minier au sein du ministère des Mines qui est chargée de l'évaluation des études et des plans et le suivi et le contrôle. Or, selon le décret d'application de la loi cadre sur l'environnement, c'est l'Agence congolaise de l'environnement qui est chargée de l'évaluation, le suivi et le contrôle. Alors, quoi sur le projet de loi adopté par le Conseil des ministres pour la révision du Code minier qui a été soumis au Parlement en mars 2015. Bon, il élimine la prospection comme phase de l'activité minière. Il modifie l'étude d'impact environnemental en étude d'impact environnemental et social et il modifie le plan de gestion environnementale du projet en plan de gestion environnementale et sociale et reconnaît le rôle de l'Agence congolaise de l'environnement conformément au décret d'août 2014, mais il maintient le rôle du ministre dans l'agrément des bureaux d'études, mais agissant conjointement avec le ministre chargé de l'environnement. Il maintient le rôle de la direction de la protection de l'environnement minier, mais agissant en collaboration avec l'ACE et tout autre organisme de l'État chargé de la protection de l'environnement. Il maintient les procédures du Code minier de 2002 relatives aux droits miniers et à l'exploitation artisanale en ce qui concerne la soumission et l'approbation des plans d'atténuation et de réhabilitation, des études d'impact et des plans de gestion, ou l'engagement pour les exploitants artisanaux de respecter le code de conduite. Et il augmente la responsabilité civile du titulaire d'un droit minier pour les dommages à l'environnement. Il ajoute le concept d'un cahier de charges qui définit la responsabilité sociale des titulaires des droits miniers d'exploitation vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités minières et il ajoute comme cause de la déchéance du droit minier le défaut de corriger une faute grave dans les 60 jours suivant mise en demeure
et le non-respect des engagements vis-à-vis des obligations sociales, conformément au chronogramme repris dans le cahier des charges prévu dans le règlement minier. Félicitations de ne pas vous être endormi. Je vais rapidement vous offrir quelques conclusions avant de passer la parole à mon collègue. Tout d'abord, la réglementation de l'activité minière par le Code minier de 2002 et le règlement minier de 2003 et les 16 annexes au règlement minier est très compréhensive et détaillée tant en ce qui concerne le contenu des plans environnementaux et leur mise en œuvre qu'en ce qui concerne la procédure de leur approbation par l'autorité administrative. Toutefois, il s'agit d'une réglementation sectorielle du fait de l'absence d'une législation et réglementation adéquate lors de l'élaboration du Code minier de 2002 et du règlement minier de 2003. La loi cadre de l'environnement et les décrets d'application d'août 2014 se sont inspirés du Code minier et du règlement minier qui les ont précédés, mais la législation et la réglementation environnementale récente créent un régime de réglementation environnementale globale applicable à tous les secteurs de l'économie. En ce faisant, la loi et les décrets sur l'environnement ignorent certaines nuances dans l'application de la réglementation environnementale aux différentes activités minières. Par exemple, en exigeant une étude d'impact environnemental et social pour l'exploitation artisanale. Il est laissé à l'Agence congolaise de l'environnement de se prononcer sur l'application de l'obligation de réaliser une étude d'impact aux différents cas. Aujourd'hui, il existe des incohérences entre les obligations environnementales selon le Code minier et le règlement minier, d'une part, et celles imposées par la loi cadre de l'environnement et les décrets d'application de la dite loi, d'autre part. Lesquels prévalent actuellement? Quelles sont les conséquences de ne pas être conforme avec les règles applicables pour raison de mauvaise compréhension? Tandis que le gouvernement a favorisé dans le décret du mois d'août 2014 une approche globale à la réglementation environnementale, ce qui est en accord avec la tendance mondiale, il a adopté un projet de loi modifiant et complétant le Code minier qui maintient un régime sectoriel de réglementation environnementale pour le secteur minier. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que le projet de loi harmonise suffisamment le Code minier avec la loi cadre de l'environnement et les décrets d'application de cette loi en matière de réglementation environnementale du secteur minier? Ce sont des questions pour les parlementaires dans le cadre de leur étude et débat du projet de loi modifiant et complétant le Code minier. Il est à espérer que la législation et la réglementation minière et celle de protection de l'environnement seront harmonisées de manière à maintenir les acquis de la réglementation minière en matière de protection de l'environnement, tout en l'améliorant conformément à l'évolution de la compréhension de l'envergure du problème de protection de l'environnement. Je vous remercie. De la révision, la première réponse vient de nous être donnée. C'est parce que tout simplement environnemental qui concerne le secteur minier. Deuxième intervention, Maître Emery Mukendi, avocat au barreau de Kinshasa depuis 3, mandataire en propriété intellectuelle en 2011 et légal consultant à New York depuis 2010. Droit des hydrocarbures, du droit de l'énergie électrique, du droit des investissements, droit de la pratique du contentieux. Web juridique et portail du droit africain. Il intervient sous le thème. Déjà, Maître Mukendi, vous avez la parole. C'est la protection de l'environnement dans lequel c'est extravagant et de faire payer absolument inutile et qui ne sont des richesses laissées, les ressources minérales, en particulier des mines, contre les droits de préemption de la France. Il devait aussi, on appelait le domaine du roi. Appelez-vous, vous avez vu les films récemment, les caoutchoucs, des minéraux.
Vous allez vous rappeler, aussitôt, lorsque le roi avait l'héros national, il n'était même pas prévu. Et ces jours-là, je pourrais dire que vous avez des choses. Je vous dis que depuis longtemps, l'exploitation minière qui a vraiment sacrifié la population et il faisait la concurrence avec la compagnie. Allez-y au Batam, il n'y a rien que le maréchal a laissé ici. La guerre de 98, les coltons. Quand je vous parle de ce sont les lumières et pendant ces périodes. Pour ce faire, il y a un autre auteur qui a respecté tout le droit, sauvegarde tous les impacts. Les intérêts ne se résolvent pas par des solutions égalitaires, mais néanmoins ces solutions doivent être équitables. C'est ainsi que c'est ce que les autres ont dit. Je me suis proposé de vous faire une intervention en 3 volets principalement. Nous allons essayer de conclure ensemble. Je vais passer rapidement sur le ressources minérales de la RDC. Sur cette question, je vais vous parler sur la présentation de la RDC. Je vais vous présenter la RDC ces ressources. Nous allons essayer de comprendre les notions d'exploitation minière. John a essayé d'aborder déjà du droit de l'homme ainsi que des communautés locales. Et nous allons chercher les fondements constitutionnels ici en RDC. C'est la nécessité d'assurer l'exploitation minière. Il faut que l'exploitation se fasse, mais il y a la nécessité de protéger les droits humains. Comme vous le savez, nous vivons ici la RDC de 345 000 km², les mêmes pays appellent l'Algérie, 70 millions d'habitants. Aujourd'hui, la RDC administrativement a été découpée en 26 provinces au lieu de 11. C'est ici que vous verrez comment le rôle des avocats dans le futur, les avocats dans le cas de ressources naturelles ici, pourront avoir beaucoup de travail avec ces provinces, parce que les provinces ont une autonomie, ont une personnalité juridique, ils auront de revendications. Alors, vous verrez que les existences minérales sont énormes. Je ne vais pas revenir sur tout ce que les gens disent, mais je voulais simplement vous montrer quelques filières qui auront une incidence avec notre exposé. Vous avez par exemple la filière du cuivre cobalt. Nous avons en potentiel de ressources importantes. Vous avez l'industrie des étains, des timons. Et aujourd'hui, on parle de l'étain, de minerais de 3T. Wolfram, je ne sais pas toute la nomination que l'industrie de l'or, c'est au nord. Vous vous rappelez que chaque industrie avait des films, je crois que c'était Société de l'Union de Sotico. Et pour la filière du diamant, vous aviez la MIPA, mais qui gérait en même temps le Rwanda et le Burundi. De nos jours, les pays deviennent indépendants. Les 60, il n'y a pas, il y a toujours des intérêts tournant autour des minières. Les 60 à avoir la main sur les ressources des millions minières. Vous voyez, c'était toujours ça. Et puis, vous savez que, aujourd'hui, je ne sais pas si c'était sur les cuivres. Alors, nous sommes arrivés en 60. Pendant ces temps, le code minier est arrivé, John vous l'a dit, et le code minier a modernisé. On avait 48 sociétés minières d'exploitation qui étaient opérationnelles. Et quand vous êtes à la grande place, vous n'êtes pas pour les communautés, c'est les communautés locales. Ça c'est pour moi qu'il n'y a aucun mécanisme de dépendance avec deux périodes. La période du minier privé, alors avec les temps comme vous avez dit, les compagnies avaient baissé jusqu'à 7, c'est pas arrivé. La production était au top, par les minières superficielles, étaient des taxes payées pour la superficie. Donc vous verrez que dans les droits humains, il y a plusieurs. Les droits au travail, les droits à la sécurité sociale, par exemple à l'autodétermination, vous avez. Bon, quel est le fondement constitutionnel? Mais vous savez, il faut cesser de faire les États du pays. Alors, il organise la gestion et les ressources minérales. Ressources ou de leurs richesses naturelles sans disposition. C'est une rédaction qui est conséquente aux troubles sociaux de développement ainsi que de profiter
Parce que si on ne profite pas, on viole le droit. C'est un résumé qui dit que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales alloué aux provinces, nous allons revenir sur la source et dire que c'est un corps plus dormi et la course est dans la recherche d'une communauté locale. Je vais parler de deux choses rapidement. D'abord, en ce qui concerne le partage d'une quotité dans le code minier de 2002. Alors, d'abord, l'article 240 dit que les titulaires du titre réalisé diminuer le frais de vente doit être supérieur ou égal au prix qui pourrait être obtenu pour toute vente. Vous prenez le prix de vente et vous déduisez d'une série de frais. Il faut vraiment considérer l'intérêt. Déjà, enquêtement, nous avons négocié pendant des jours, nous n'étions pas notes, mais ils se sont accordés pour dire que, écoutez, nous le prix de métaux à la sortie des îles, puis je prends les taxis, on projette d'atteindre plus d'1 million. 2% pour les métaux non ferrées. Nous avions de recettes de 1 million de dollars. Les gens ne se sont pas accordés. Le gouvernement a déposé le code. Que nous devons comprendre, la rélevance minière n'a rien. Ok, c'était pour 15 alinéa D. Il dit que non, la rétrocession, elle est inconstitutionnelle. Je suis capable de vous aider. Vous voyez qu'il y a des boulots dans les futurs. Et la pratique du droit nous dit. Je peux révéler les pratiques. La loi sur qui crée la structure qui doit gérer cette péréquation. La minière doit employer les employer les nations de l'État, mais les ONG consultent ses avocats, les avocats sont. Bon, dans les mécanismes internationaux, je vais parler activement vraiment et réparer. Aujourd'hui, ce sont des principes qui ne sont pas contraignants, mais la plupart des années, l'association de compagnies de métaux exploitées ou même pendant l'exploitation pour faire des rectifications. Alors il y a un processus qui est... Parce que l'avocat devrait aussi se retrouver dans cela. Avant que je vienne m'asseoir ici devant, j'ai échangé avec un éminent confrère qui lui me demandait mais est-ce que votre sujet apparemment nous connaissons, parce que c'est clair, c'est presque tout le monde qui connaît les conditions d'accès à la profession. Mais on verra quand même que quelque part, est-ce que l'avocat n'a-t-il pas à apprendre dans cette profession? Est-ce qu'il n'a pas à voir si cette profession peut l'intéresser? Est-ce que ça n'a pas un impact par rapport à sa profession? Pour le développement du sujet, nous allons tout d'abord aborder les conditions et procédures d'agrément. C'est la profession de mandataire et on verra quels sont les enjeux par rapport à la pratique du Congo. Ça a été créé par la loi qui est aujourd'hui le code minier de 2002. Et d'ailleurs, c'est une profession qui s'exerce dans le ressort de la profession d'avocat. Et on va y revenir. Nous allons tout d'abord parler de l'agrément exceptionnel qui ne sera pas développé ici. Pourquoi? Parce que le code minier, l'article 341, avait prévu la possibilité pour les ministres des Mines d'agréer des mandataires avant même la promulgation du règlement minier. Alors, c'est devenu superfétatoire, ce n'est plus utile maintenant. Donc, nous n'allons pas examiner cet agrément-là exceptionnel. Non. La première, c'est que la personne qui veut devenir mandataire en mine et carrière devrait jouir d'une bonne moralité et honorabilité. Et la deuxième condition, et cette condition s'applique tant aux personnes physiques qu'aux personnes morales, la deuxième, c'est que la personne devrait avoir des compétences et des connaissances approfondies, soit dans la législation minière, soit dans la gestion du domaine des mines et des carrières. C'est que la personne, ses aptitudes devraient exister soit, donc c'est l'une ou l'autre. Si quelqu'un a des aptitudes aptitudes et connaissances approfondies dans la législation minière, il réunit la condition, ou bien la personne a des compétences et des connaissances dans la gestion du domaine des mines. Et la personne réunit les conditions. Mais la question qu'on se pose, mais comment quelqu'un peut-il prouver sa moralité et son honorabilité? Le législateur n'a pas pu régler cette question. Bon, sur le plan pratique, le règlement minier a dit que pour prouver la moralité, on peut produire un extrait de casier judiciaire ou un certificat de bonne vie émerse. Mais cette condition pour les personnes morales, ça pose des problèmes. Comment une personne morale peut prouver sa moralité? Pour prouver les connaissances et les aptitudes,
dans la connaissance de la loi ou même les aptitudes de gestion, le règlement minier a suppléé à ça. Selon les règlements miniers, pour qu'une personne prouve, lorsqu'il fait sa demande, pour qu'une personne prouve qu'il a des connaissances et des compétences approfondies dans la législation minière, la personne devrait produire des publications et des études qui ont été réalisées dans le secteur de mines et de carrière. Pour prouver que la personne a des compétences et des connaissances approfondies dans la gestion du domaine des mines, le règlement minier dit que dans ces conditions, il suffit pour lui de prouver qu'il a presté, donc il a rendu des services honorables, soit dans une entreprise minière ou de carrière, soit dans l'administration minière. On va revenir sur ces conditions. Là, nous avons examiné les deux conditions qui s'appliquent et aux personnes physiques et aux personnes morales. Mais peut-être qu'il faut ajouter que le règlement minier dit, par exemple, une personne morale, comment elle va prouver ses compétences et ses connaissances, soit dans la législation ou dans la gestion. Le règlement minier dit que dans ces conditions, il devait justifier que soit son personnel, soit ses associés ont ces connaissances-là ou ces aptitudes. Donc ils vont prouver comme les personnes physiques qui viennent. La personne morale devait apporter la preuve que les personnes qui l'engagent ou même ses associés ont ces compétences. Mais ces conditions qui s'appliquent aux personnes physiques et aux personnes morales méritent quelques critiques. Tout d'abord, on ne sait pas prouver l'honorabilité. Comment quelqu'un peut-il prouver qu'il est honorable? Le code minier ne dit rien, même le règlement minier. Et généralement, lors des admissions, on passe outre l'honorabilité. Les gens n'amènent que les preuves de moralité. Il y a aussi difficulté pour la notion même de moralité. Est-ce qu'il faut prendre la moralité au sens de la distinction, au sens strict, distinguant la morale du droit, ou bien prendre la moralité dans le sens que ça inclut même la délinquance? C'est parce que le règlement minier dit que quelqu'un, pour prouver qu'il a des connaissances et des compétences approfondies dans la législation, il suffit pour lui de produire des publications. Mais la manière dont les textes est rédigé, les textes dit les publications ou les études réalisées dans le secteur des mines et des carrières. Cette formulation est ambiguë parce qu'un géologue qui a fait des publications dans le secteur des mines peut produire, et pourtant ces publications ne peuvent pas prouver que le géologue a des connaissances. Il y a même dans la compétence de gestion. Est-ce que le fait que quelqu'un a rendu des éminents, c'est vrai, mais on ne peut pas le recruter? En principe, ça ne peut pas prouver qu'il a des aptitudes de gestion dont on n'a pas relevé en passant. Bien sûr, il n'est pas prévu par la loi. C'est le paiement de $1000 par mois et 4 administratives qui ont prévu cette condition. Là, on a examiné les droits. Comment quelqu'un peut-il prouver qu'il jouit de la plénitude de ses droits civiques? Le règlement minier, et c'est ce qui est prévu, et c'est ce qui s'est fait. Pourquoi? Parce que De deux, le secteur minier constitue une frange importante des activités en RDC, dont l'accompagnement juridique des avocats s'avère indispensable. Toutefois, comme Maître Lambert vient de le signaler, à titre de rappel, aux termes des articles 25 et 30 du règlement minier, seuls le mandataire à mines et carrières agréés peuvent représenter, conseiller ou assister des personnes dans l'octroi et l'exercice des droits miniers, ainsi que dans les contentieux y afférents. On dit bien seuls. Ces articles excluent-ils les avocats de toute prestation juridique en matière minière s'il n'est pas mandataire à mine? L'alinéa 2 de l'article 30 du règlement minier, notez, il ne sanctionne des nullités que les requêtes introduites au CAMI
par un non-mandataire en mine et carrière. Ce qui suppose qu'un avocat peut quand même s'autoriser quelques intrusions sans que cela ne soit sanctionné. Encore que les contentieux, n'est-ce pas, il est du domaine de toutes les prestations des avocats, ils peuvent aussi assister ses clients en matière contentieuse et continuer à jouer son rôle en tant que conseil. Et pour bien conseiller nos clients en matière minière, nous devons alors bien maîtriser les procédures minières qui doivent être entendues comme